Peut-être quelqu'un qui voudrait poser la question en anglais. Est-ce que... Oui, oui. Oui, ça ira. Oui. So we're going to open it up to discussion. We have microphones for members of the audience to take, and please do speak into them when you ask your question. On peut toujours poser les questions soit en anglais, soit en français, comme vous voulez. Please don't be shy, ne soyez pas timide. Alors, là, merci. Alors j'aurais une question pour Hugues Dossy. Et je voulais lui demander si dans la structuration de ce parti huguenot des premiers temps, est-ce que tu as pu voir une connexion possible entre ce parti huguenot et les communautés réformées du nord de la France qui, dans les premiers temps, pour certaines d'entre elles, sont relativement puissantes, du moins du point de vue numérique. Est-ce que ça se traduit par une implication ou pas de ces communautés réformées dans le parti huguenot, par contraste, par exemple, avec les communautés méridionales? Non, il n'y a pas beaucoup d'implication dans le nord de la France. La seule chose qu'on observe, c'est lors de la mobilisation nobiliaire de la Première Guerre civile, étant entendu que Condé est gouverneur de Picardie et qu'il a des possessions patrimoniales en Picardie, eh bien la mobilisation nobiliaire est plus importante en Picardie, mais seulement pendant la Première Guerre. Parce qu'après, évidemment, le contrôle catholique est total. C'est la seule chose que j'ai pu observer. D'accord, merci. Something that I forgot to say is please do say your name before you ask the question so that people watching this online later will know who you are. That this was Olivia Carpi who made the first comment. Brian Sandberg, Northern Illinois University. Une autre demande pour Hugues. Je trouve très intéressante cette démarche de la partie huguenote et la politisation des assemblées, tout ça. Et je voulais savoir sur l'idée de l'utopie brisée, le rêve des réformés pour transformer tout le royaume. On sait que c'était très fort avant la Saint-Barthélemy. Et je crois que vous ne trouvez pas tellement des traces après dans vos sources, mais je trouve quelques échos à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Parfois, même quand pour l'historien, ça semble impossible pour les Huguenots de gagner, il y a encore des échos de cette idée de l'utopie que le royaume peut être transformé même quand Louis XIII est arrivé au trône. Donc je voulais savoir si vous trouvez aussi quelques traces de cette idée utopique. Merci. Alors si tu veux, il y a trois phases en fait. Il y a cette première phase initiale où effectivement il y a un espoir très fort qui a tendance petit à petit à s'étioler. Il y a une renaissance de l'espoir lorsque, à partir du milieu des décennies 1580, Henri de Navarre est susceptible de monter sur le trône et à ce moment-là, certains espèrent que l'avènement d'un roi protestant pourrait entraîner le royaume à nouveau dans une conversion. Mais bon, très rapidement, on se rend compte que c'est utopique. Et ensuite, effectivement, au moment des guerres de Rohan, mais là, c'est vraiment une minorité utopiste qui vit dans un rêve complètement irrationnel. Voilà. Donc il y a trois phases vraiment, et la dernière, celle du XVIIe, est vraiment irrationnelle. Merci bien. On reste un homme retraité. Quelques petites remarques pour Élie. Il me semble que noblesse et éducation est quand même un thème qu'on peut noter. Il y a sans doute une évolution dans cette éducation. C'est difficile à trouver et à considérer, mais il me semble que ça mérite d'être remarqué.
Et je me demande si vous pourriez accepter l'idée que certains phénomènes, certaines choses restent quand même comme de véritables biens. De biens comme la possibilité de nommer un fils à un évêché qui devient une continuité. Et donc dans la stratégie familiale, c'est bien que je les considérais, des biens fluides, peut-être plus que de la terre, mais quand même une chose qui compte tellement pour des familles où la possibilité de nommer une fille dans un couvent, dans le quartier ou dans la région, ou d'être capitaine pour des gendarmes ici ou là. Et bien entendu, c'est un niveau assez bas. Ce ne sont pas des régiments qu'on possède ou d'autres positions à la cour, mais des phénomènes tout à fait au ras de la terre, si j'ose dire. Est-ce que vous pourriez accepter l'idée que ce sont de véritables biens pour la famille? Merci, Oresta Ranham. Oui, bien sûr. Alors, j'ai mentionné les charges très rapidement. Et je n'ai pas du tout mentionné les bénéfices ce que j'aurais dû faire, parce que oui, en effet, ce sont alors des biens qui peuvent être patrimonialisés. Joseph Bergen l'avait montré pour les Guise, mais ce n'est pas du tout toujours le cas. On le trouve dans certaines familles. Les Mesgrini sur lesquels j'avais travaillé, par exemple, envoyaient des filles absolument régulièrement dans un certain nombre de couvents champenois et il y avait une continuité absolue de leur présence. Et donc là, il y a des enjeux qui sont importants, qui sont rémunérateurs, mais on manque de travaux pour savoir à quel point et comment socialement, notamment, ça s'organise pour le pouvoir local de ces familles-là. Mais tout à fait. Et les charges militaires font tout à fait partie, ou les charges de cour, font tout à fait partie de biens et qui mettent en jeu précisément le rapport entre la noblesse, pour le coup, et le pouvoir royal, ou le pouvoir des grands, quand ce sont les grands qui sont redistributeurs de ces charges. Et pour la première question sur l'enseignement, là encore, je suis tout à fait d'accord avec toutes les évolutions qu'il y a, qui sont plus difficiles à renseigner, que moi je perçois davantage sur les rapports entre noblesse de robe et noblesse d'épée, et notamment sur la façon dont les familles de robe qui, quand elles veulent se reproduire dans la robe, ont besoin d'un investissement dans l'éducation intellectuelle de leurs enfants important. Et c'est tout à fait frappant de voir que ce sont les aînés qui restent dans la robe et les cadets qui sont envoyés dans l'épée, qui nécessitent en fait souvent un investissement dans l'éducation moindre. Véronique Garrigue, donc une question pour Élie. Sur la place, si tu en as trouvé de bâtards éventuels, et dans ces cas-là, justement, dans la dévolution des biens, est-ce qu'il y a plutôt une lignée dans ces cas-là qui serait privilégiée, ou est-ce qu'on est toujours avec le problème de l'évolution, hein, 16e, 17e siècle, il y aura forcément une différence, si c'est dans ces cas-là les mêmes biens qui pourraient leur être dévolus, ou si finalement on les exclut, comme la législation royale, progressivement de la famille? Alors j'aurais plutôt tendance à penser que c'est le second cas qui domine, pour une raison, c'est que précisément je n'arrive pas à les retrouver. On doit pouvoir, alors peut-être dans les familles que j'étudie, et là il faut faire une comparaison, mais qui est à venir avec le XVIe siècle pour voir comment ça se passe et si je les retrouve plus facilement. Et au XVIIe, XVIIIe, on les retrouve difficilement. Les quelques rares traces que j'ai sont des pensions accordées à une servante ou une femme relativement pauvre pour élever son enfant, et on comprend que voilà, il s'agit d'un enfant illégitime du noble en question. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé jusqu'à présent.
Merci, Jonathan Parsons du Kean University. J'ai une question aussi bien pour Claire que pour Ellie. Dans vos interventions et surtout pour Ellie dans l'intervention d'hier, vous avez suggéré que c'était souvent en écrivant, en participant dans la production culturelle que les nobles ont tenté de ménager les difficultés, leur rapport avec les changements sociaux qui étaient encore. Et je me demande à quel point faut-il prendre l'histoire littéraire comme une force constituante de la noblesse ou des changements de l'évolution de la noblesse au cours de l'Ancien Régime. Est-ce qu'il faut ajouter la littérature au changement politique, au changement économique qu'il y a surtout à évoquer? En un mot, indéniablement. Voilà. J'en profiterai pour dire que certainement ici la variable du genre, comme j'ai essayé de le montrer, s'avère une variable indispensable à mettre en œuvre. Voilà. Et l'intérêt serait aussi d'essayer, à mon sens, de mettre à jour des formes nouvelles de sociabilité et de façon de faire société. L'étude des formes sociales et des catégories sociales est une chose, de ce que les gens en font aussi en est une autre, si je puis me permettre. Oui, bon, c'est une question complexe, mais je serais assez d'accord avec toute cette question qui est que, disons, un espace d'écriture comme ça, littéraire, se construit progressivement. Bon, moi, je suis, de ce point de vue, très influencé par les travaux du groupe de recherche interdisciplinaire en histoire du littéraire, le GRIL, à l'EHESS et Paris 3. Et alors, il me semble que là, il faut, de manière très contextuelle à chaque fois, essayer de comprendre qu'est-ce qu'un individu cherche à faire quand il publie un texte, comment ça se passe, etc. Ce qui est très difficile, parce que c'est parfois très difficile à renseigner. Tristan l'Hermite, là, c'est un dossier magnifique, mais difficile, ouais, rare et difficile à renseigner. My name is Dana Kostrin et j'ai une question pour Elie Haddad. Alors peut-être, j'ai pas tout entendu, je suis tout au fond, mais il paraît que vous êtes de la tradition analyste, vous avez dit ça, et j'ai entendu parler de l'histoire micro, des petits événements et des structures plus moyens comme les lois de Colbert, mais je veux demander quelles sont les structures de la longue durée dont laquelle il faut, pour vraiment comprendre ces changements dans la noblesse dont vous parlez. À mon avis, ce que j'analyse dans la longue durée, profondément, c'est précisément la question de la seigneurie. Ce qui ne va pas sans transformation, hein, mais c'est-à-dire, et là, c'est ce qu'Alain Guéraud a appelé le féodalisme. Mais précisément, Alain Guéraud, dans ses travaux, voit ça comme une structure stable depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution. Or, il me semble quand même intéressant de voir comment ça se transforme, parce que le régime seigneurial, pour le dire autrement, du XIVe, XVe siècle, ce n'est plus celui du XVIIIe. Juste un exemple tout simple. Au XVIIIe siècle, on voit apparaître des publicités, je vais les appeler comme ça, de vente de seigneuries. Voilà, c'est mis sur une sorte de marché dans des petits ouvrages qui sont, enfin,
voilà, qui sont imprimés et distribués, et on vous dit belle seigneurie à vendre, tel château, voilà. C'est absolument inimaginable au XVIe et au XVIIe siècle. Donc il y a un rapport à la seigneurie qui s'est transformé. Un marché. Bon, je crois que nous sommes à la fin de notre séance. Je remercie vivement nos intervenants d'être venus de si loin pour nous présenter leurs recherches, et je vous remercie d'avoir assisté et d'avoir posé des questions si intéressantes. Merci.